Stéphane, on va commencer par une page basket importante. La Belgique est engagée dans un processus de qualification avec une double confrontation face à la Lettonie. Il y aura un premier match en Belgique, un second match à Riga. Et pour nous accompagner, pour préfacer cette rencontre, nous sommes très heureux d'accueillir Pierre-Antoine Gillet, un des membres des Belgian Lions. Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le Vous Sport Club pour parler justement de ce processus des qualifications. On rappelle que la Belgique est dans le groupe A en compagnie de la Slovaquie, de la Serbie et de la Lettonie. Il y a eu des succès face à la Slovaquie et face à la Serbie. On parle d'une qualification pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2023 du côté des Philippines, de l'Indonésie et du Japon. Il y a eu donc une première sélection de 16 joueurs qui va être ramenée à 12. Quel est actuellement l'état d'esprit avec ce groupe réuni? Et voilà, c'est ça. Donc, on est confiant. Donc, on a commencé par 2 victoires, donc une en Slovaquie et une à la maison contre la Serbie. Donc, niveau mental, on est confiant. Évidemment, on sait pourquoi on joue. C'est quand même assez historique pour la Belgique de pouvoir se qualifier pour les championnats du monde. Donc, on essaie de donner ça à chaque rencontre. Et pour l'instant, les 2 premières, ça a été positif. Et on espère évidemment que les 2 prochaines le seront aussi. Donc, voilà. Pierre-Antoine, bonjour. Vous êtes en direct donc de l'hôtel des Belgian Lions qui jouent à Mons vendredi face à la Lettonie, puis qui joueront à Riga lundi. Le plan de marche idéal, c'est évidemment de remporter tous les matchs à domicile. Vous avez évoqué ce succès très impressionnant, historique face à la Serbie dans cette même Mons Arena qui devrait afficher comble en plus vendredi. Mais tous les signaux semblent positifs, non ? Oui, oui, c'est sûr. On a fait un exploit évidemment contre la Serbie. Il y a quelques mois d'ici, on avait fait un autre exploit contre la Lituanie chez nous. Donc c'est vrai qu'ici à Mons, pour l'instant, on est positif et on gagne. Donc c'est top. On va essayer de réitérer cet exploit contre la Lettonie ici vendredi. Et en plus, devant une sable comble, ça va nous faire du bien parce que c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas évident de jouer au basket dans les salles vides. Donc tout doucement, on recommence à retrouver le public et ça nous fait évidemment un réel plaisir. Ça fait 10 ans, je pense que vous êtes membre désormais de cette équipe nationale. Vous faites désormais partie des cadres, des vétérans à 30 ans. Expliquez-nous un petit peu l'évolution de votre regard sur cette équipe nationale et peut-être de votre rôle aussi. Ben oui, donc justement, moi j'ai commencé à partir vers 18-19 ans avec les joueurs comme Axel Hervel, Roel Moors, Guy Mouya, Didier Mbenga. C'est vraiment, pour moi, c'était les joueurs dont, quand j'étais petit, je regardais à la télé et c'était vraiment très impressionnant. Et je suis arrivé là avec un rôle évidemment de jeune, donc on va dire quasiment sans responsabilité. Et j'étais là pour apprendre. Et maintenant, évidemment, c'est totalement l'inverse. J'essaie d'être un leader sur le terrain, en dehors aussi, en essayant d'apporter mon énergie et ma lecture de jeu, etc. Mais c'est sûr que c'est évidemment un autre rôle que j'ai à 30 ans maintenant et avec 10 ans d'expérience en équipe nationale, évidemment. On suit des images de ce match référence remporté donc face à la Serbie. C'était au mois de novembre et on était présent à la Diamante Mons Arena. La particularité de l'évolution de cette équipe nationale, c'est qu'il y a désormais plusieurs générations qui s'entremêlent. Est-ce que vous avez l'impression que l'équipe n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui ? Mais c'est vrai que, comme j'ai dit au début, je suis arrivé en jeune et puis ça a totalement changé. On a changé de staff au niveau avec le coach, etc. Et puis forcément, les joueurs un peu plus expérimentés ont dû partir. Et donc là, j'ai l'impression de faire un peu la transition entre les 3 générations, si je vais dire. Ici, on a énormément de jeunes talents. On a évidemment de plus en plus de Belges qui jouent à un haut niveau. Et donc, la sélection est de plus en plus difficile, on va dire, pour le staff à choisir. Et donc voilà, en fonction du moment, de l'état de forme aussi des joueurs, forcément l'équipe peut aussi changer, la formule change parce qu'il y a quelques années d'ici c'était que pendant l'été, maintenant c'est pendant la saison, donc évidemment c'est pas mal de paramètres qu'il faut tenir en compte et comme je disais, là il y a énormément de jeunes qui arrivent et qui ont un excellent niveau et donc il faut intégrer, mais
À l'image de Retino Bassoane qu'on voit ici en image. Alors effectivement, vous faites cette transition. Un autre qui le fait, c'est Sam Van Rossum, de retour en novembre en équipe nationale, qui a tout de suite retrouvé l'étoffe d'un patron, qui a livré un superbe match. Il y a Jean-Marc Moema qui a joué un rôle important là aussi. Retino Bassoane, c'est l'emblème de la nouvelle génération. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un joueur, en plus pour le basket moderne, qui a tout pour ça. Je veux dire, il va amener de la puissance, du show, c'est ce dont on a besoin, et surtout des points, des paniers, on a besoin de ça aussi. Et donc, il le fait très bien à chaque match. C'est un des meilleurs marqueurs quasiment tout le temps. Je pense que l'équipe est quand même assez, on va dire, axée sur lui. Pour pouvoir l'aider évidemment à ce qu'il marque, etc. Mais c'est clair que dans la nouvelle génération, c'est lui le leader aussi de cette nouvelle génération, mais qui est suivi par Bako, malheureusement qui est blessé cette fois-ci, mais par Hans Van Rijn aussi qui est là. Oui. Donc voilà, c'est comme j'ai dit, beaucoup de jeunes qui arrivent, évidemment menés par le leader Sam, qui lui, malgré ses nombreuses années, est toujours là en pleine forme. D'accord. Et à la fois, comme vous le dites, bon, il y a Ismaël Bako qui avait un rôle, qui a pris une dimension très importante dans cette équipe, qui est remplacé par Kevin Toumba. Mais Kevin Toumba, qui est un ancien, qui est de retour, on verra quelle sera la sélection, puisque comme vous dites, il y a désormais un choix à opérer. On parle de l'attaque, mais l'ADN, l'identité de l'équipe, elle reste avant tout collective et défensive. Hein. Exactement. Je pense qu'on a vu dans beaucoup de matchs et toute l'expérience qu'on a eue en équipe nationale, offensivement, on va dire que généralement les équipes adverses ont beaucoup plus d'armes que nous, et donc on s'est dit bon, pour rivaliser, on va essayer vraiment de contrer ça avec une bonne défense, avec notre intensité, notre combativité, et je pense que c'est devenu l'ADN de l'équipe nationale belge, et donc évidemment maintenant on a de plus en plus d'armes offensivement, mais encore une fois, surtout avec le coach Dario Gerja, on essaie vraiment d'appliquer ces règles à la lettre, pour essayer de défendre un maximum et surtout d'empêcher les adversaires de marquer trop. On va peut-être justement rappeler donc ces deux moments importants ici dans ce processus de qualification, les rendez-vous évidemment. Belgique-Lettonie, ce sera pour vendredi, et puis Lettonie-Belgique du côté de Riga, ce sera pour lundi. Et puis pour les fans de basket, on a mis aussi ce rendez-vous en Euroleague très intéressant entre le Bayern Munich et le CSKA Moscou. Pierre-Antoine Gillet, justement, vous l'évoquiez, l'entraîneur, le sélectionneur, c'est Dario Gerja, que vous connaissez évidemment très bien aussi en club. Y a-t-il une différence entre le Dario Gerja de l'équipe nationale et celui de club à Ostende? Oui, bon, il est toujours très assidu et très professionnel, mais j'ai l'impression qu'en équipe nationale, il est beaucoup plus calme. Ça peut paraître paradoxal, mais il est certainement plus calme au bord du terrain aussi. Quand on a l'occasion de le voir en B-Next League ou en championnat belge, il est peut-être un peu plus nerveux et il se montre un peu plus expressif, on va dire, et tandis qu'en équipe nationale, il essaie de garder son calme, et je pense que ça nous aide aussi en tant que joueur d'être un peu plus serein sur le terrain. Alors, quelque chose qu'il ne perd absolument pas à Dario Gerja, c'est sa culture de la victoire. En 11 matchs à la tête de l'équipe nationale, il compte 10 victoires. C'est aussi ce qu'il apporte, non? Cet esprit-là. Évidemment, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est parfois de l'extérieur, on pense que c'est un peu un fou, hein, mais non, c'est vraiment quelqu'un qui travaille, pas dire 24 sur 24, mais il est là le premier, il part le dernier de la salle, et c'est quelqu'un qui est très très professionnel et il vit pour le basket, je veux dire, et voilà, les résultats suivent grâce à lui, que ce soit en équipe nationale ou ici à Ostende, évidemment, où on est invaincu. Justement, en évoquant Ostende, il y avait donc un dernier match dans la première partie de la phase régulière. C'était un classique, devrait-on dire, du championnat face à Charleroi. Le match aller avait été plutôt serré avec un petit point d'écart. Eh bien, je vous propose de voir justement ce qui s'est passé dans ce dernier match de la phase régulière Ostende-Charleroi. 18 victoires en autant de rencontres jouées. Ostende termine invaincu la première phase de la B-Next League. Charleroi n'a pas réussi à forcer l'exploit nécessaire pour rester dans le top 5. Pourquoi? Het probleem is dat zij beter zijn dan ons. Het is sterk voor ons. Les Ostendais sont tout simplement au-dessus du lot. Leur 4e match de la semaine aurait pu justifier une baisse de régime, mais la culture de la victoire est inscrite dans les gènes du BCO.
Le pivot ghanéen a fait main basse sur le jeu intérieur et dès l'entame du classico du basket belge, le champion des 10 dernières saisons a mis un point d'honneur à ne pas snober son rival historique. Les Spirous n'ont pas été ridicules, ils ont tenté de répondre avec la fougue de leur jeune équipe. Le meneur portugais Rafael Lisboa, le pivot néerlandais Nathan Kouta ou l'ailier belge Marlon Makwa. Conger face à Makwa. Et encore une fois, défense parfaite de Makwa, la contre-attaque, situation de 4 contre 1. Et Makwa va terminer tout seul comme un grand. Mais à chaque fois que Charleroi se rapproche, les Ostendais repartent de plus belle. Pierre-Antoine Gillet rappelle qu'il est monsieur 50% à 3 points et la Talent Factory prend le relais. Seconde de possession, Van der Wurst qui va passer tous les Carolo en vue. Il y a le grand espoir hollandais formé depuis plusieurs années sur la Reine des Plages, des Américains triés sur le volet et bien sûr le général alias Dusan Djordjevic qui a 38 ans est toujours aussi impliqué et déterminant. En fait, il y a au stand 12 rotations qui maintiennent l'intensité et qui finissent par décourager tous ses adversaires belges. C'est tellement impressionnant que même la direction est sous le charme cette saison. Ik denk dat we een heel volledige ploeg hebben dit jaar. Als je het mij vraagt, de sterkste sinds 3-4 jaar. Charleroi n'a donc pas fait le poids. Le réveil de Tim Lambrecht a pourtant fini par sonner, mais il était trop tard. Premier point de la partie pour Joris Koppen. Ostende était trop fort, mais ce n'est pas là que Charleroi a perdu sa place dans le top 5. We hebben meegedaan tot de laatste speeldag voor in die Golden League. Het is niet gelukt, dus het doel is niet gelukt. C'est donc dans le groupe Silver que les Spirous tenteront de conquérir la 6e place. Une nouvelle victoire de Ostende, 100 à 90. Stéphane, oui, Ostende vraiment ultra dominateur. Ben oui, la question que j'ai envie de poser à Pierre-Antoine là-dessus, c'est on n'en a jamais marre de gagner. À Ostende, on n'est jamais rassasié. Non, c'est sûr. Encore une fois, avec la culture de la gagne de Dario, tous les jours, on s'entraîne très dur. Évidemment, tous les matchs, on essaie de les gagner. On a fait un 18-0 en B-Next League. On a un peu une motivation extra pour vraiment chaque match qu'on joue. Voilà, c'est pour le gagner, pour essayer de créer encore l'exploit, pour encore écrire plus l'histoire. Parce qu'après 10 titres, on essaie de se trouver une motivation supplémentaire, j'ai envie de dire. Donc, on essaie vraiment d'acquérir les 18 victoires sans être vaincu. Alors, la motivation supplémentaire, maintenant, elle va venir de cette entame concrète de la B-Next League, ce championnat commun aux Pays-Bas, puisque la prochaine phase, qu'on appelle cross-border, transfrontalière, elle va uniquement opposer des clubs belges à des clubs hollandais. Alors, on connaît désormais la composition des deux groupes. Le premier, il est intitulé le groupe Gold. Ostende, qualifié depuis belle lurette, elle sera accompagnée par Malines, Mons, Anvers et Louvain. Et puis, du côté hollandais, il y a Den Bosch, Leiden. On n'a pas eu le temps de les parcourir tous, mais c'est pas grave. Les 5 meilleurs clubs hollandais d'un côté, et puis de l'autre côté, les 5 derniers clubs belges et les 6 derniers hollandais. Alors, pour faire simple, parce qu'on va pas se cacher, la deuxième partie de saison, le format est un peu compliqué. Dans le groupe Gold, on va se battre pour les 2 premières places, parce qu'elles sont directement qualificatives pour les demi-finales de play-off nationaux. Et puis, en Silver, on va se battre surtout pour la 6e place. Ce sera l'objectif des Spirous, qui vont essayer d'accrocher la dernière place qualificative pour les play-offs nationaux. Pierre-Antoine, qu'est-ce que vous attendez de cette deuxième phase? Beaucoup de curiosité, parce qu'on connaît assez peu finalement le basket hollandais. Oui, c'est tout à fait ça, de la curiosité, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas trop le niveau hollandais, et donc pour nous c'est quelque chose de nouveau. On va essayer de surtout pas les sous-estimer. On va essayer surtout aussi de montrer qu'on est au stand, on va essayer de gagner un maximum de matchs et essayer de montrer aussi notre domination. On aimerait bien en tout cas, mais voilà, c'est surtout quelque chose en tant que joueur. On est très curieux de pouvoir affronter les équipes hollandaises maintenant. C'est vrai que ce sera une grande source de curiosité, cette seconde partie de saison, le fameux cross-border. Et donc, ça commence déjà ici le 4 mars et ce sera jusque fin avril. Pierre-Antoine Gillet, on va vous remercier d'être venu aujourd'hui dans le Vous Sport Club pour préfacer ces prochains matchs de qualification importants pour la Belgique face à la Lettonie. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci.